Bonjour Lucie Bonjour Louise. et bonjour à tous. Donc toi Lucie, tu travailles chez Gallmeister avec moi. Oui, Ouais, à l'édito. à l'édito. Voilà. Et donc moi je m'appelle Louise et je travaille à la communication, toujours chez Gallmeister. Et aujourd'hui on va parler d'un livre plutôt pas mal. Ouais. Ouais. Les livres de la jungle de Rudyard Kipling, que nous on a lu dans la collection Littéra chez Gallmeister, dans une traduction de Simon Baril. Et on est là pour en discuter ensemble parce qu'en fait on a kiffé le livre, je crois qu'on peut le dire. Moi je l'ai dévoré, même si je l'ai picoré un petit peu, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et toi t'es encore dedans? Moi je suis encore dedans, j'ai terminé le livre de la jungle et là j'attaque le second livre de la jungle. Le livre est divisé en deux parties. Et j'ai lu je crois les deux premiers chapitres et donc un peu les deux premières nouvelles du second livre de la jungle. En fait là-dessus c'est assez intéressant parce que le livre de la jungle, souvent on l'entend au singulier parce qu'on est habitué au Disney. Basiquement, mais en fait c'est les livres de la jungle. Le livre est sorti en 2 fois. Il y a eu une première édition en 1894 avec en fait seulement la moitié de l'œuvre intégrale, et en fait il y a eu une deuxième session d'écriture de Rudyard Kipling en 1895. Et voilà, il s'est inspiré d'énormément de choses parce qu'il habitait en Inde, il a même grandi là-bas. Sa première langue vivante, c'est l'hindi, il me semble, c'est sa nounou qui lui parlait, l'anglais est venu après. Et du coup, voilà, c'est un texte qui est plein d'exotisme. Et t'en as pensé quoi justement de ce côté un peu représentation de territoire qu'on connaît pas, enfin, parce que c'est quand même vachement fantasmé, c'est Oui. pas... Oui, il dit dans la préface, c'est raconté qu'il a reçu des lettres de lecteurs qui essayaient de replacer tous les endroits dont il parle dans les livres de la jungle. La cité en ruine des singes, là où dort le peuple des loups. Et en fait, Kipling a répondu que si certains endroits, territoires étaient vraiment ancrés, il y en a d'autres qui avaient été inventés. Et donc, pour retracer la géographie du livre, il faisait en fait confiance à son lecteur. Ça, c'est assez marrant. Et moi, j'ai adoré, je me suis laissée prendre dedans complètement. C'est très... En fait, ça m'a surprise parce que, bon, alors j'avais vu le Disney, mais il y a très longtemps. D'ailleurs, j'en discutais avec mon père, lui ne savait pas que Les Livres de la Jungle étaient un livre à l'origine. Et donc, je savais pas exactement à quoi je m'attendais, mais en tout cas, déjà, j'ai été très surprise de voir que l'histoire de Mowgli est en fait... l'histoire dans le film, elle est dans les 2 premiers chapitres. En fait, elle tient en 2 chapitres du livre de la jungle. J'ai trouvé ça fou. Et donc, ça donne accès à beaucoup d'autres choses. Et en plus, c'est beaucoup plus trash. De fou. Non mais ça c'est un truc de malade. C'est génial. Franchement, lisez-le. Et vous allez voir au moment où Ka, Bagheera et Baloo partent chercher les singes qui ont enlevé Mowgli. Cette scène, elle est mais dantesque. C'est trashissime, mais c'est trop bien. C'est Vraiment, énorme. cette scène, elle est ouf. Le serpent n'a aucune pitié. Et en même temps, tu sens toute l'urgence de la situation pour aller Mm. récupérer ce petit homme qu'ils aiment, mais d'amour. Ça fait complètement vaciller Balou, qui est pourtant le sage qui instruit tous les jeunes loups du peuple des loups. Et il est complètement dévasté à l'idée que là, plus les minutes passent, plus il va perdre Mowgli. Et ça, il t'embarque dans la jungle entre feuillage, arbres, et ça va très très vite, c'est incroyable. On va éviter de spoiler ce qui se passe dans les scènes quand même si bon, on va pas pouvoir s'empêcher parce qu'il faut bien parler de certains aspects du roman quand même. Là, on dira pas ce qui se passe, mais effectivement, c'est trashos. Vraiment, mais c'est délicieux, hein. Ah Vraiment, c'est ouais. super. Mais c'est pour les enfants, mais ce que je trouve bien avec ce roman, c'est que ça ne vient pas fantasmer la nature. C'est-à-dire qu'il y a un côté conte, il y a un côté ouais, découverte, initiatique. Par contre, la nature, c'est aussi une chaîne alimentaire. Les animaux cohabitent, essaient de s'entendre pour que l'équilibre soit conservé, mais ils se bouffent entre eux, en fait. C'est un risque qui est constant. Il y a tout un passage, je crois que c'est dans le second livre, de famine où ils sont tous en train de crever la dalle, hein, littéralement. Et en fait, il y a un respect de j'essaie de ne pas manger mon prochain, mais qui ne marche pas. Enfin, ça vire au gros n'importe quoi. C'est vraiment un super moment dans le bouquin. Et il y a plein de moments où justement Mowgli doit se positionner par rapport à tout ça parce que sa place, elle n'est pas dans cette société. Et donc c'est pour ça que Baloo, Ka et Bagheera, ils ont un rôle qui est vraiment très intéressant. C'est qu'en fait, si Mowgli ne comprend pas les lois de la jungle, Ouais. en fait, il meurt. Enfin, vraiment, ou alors ça va déclencher des conséquences catastrophiques, ça va complètement venir perturber l'équilibre de la nature. La seule chose qui sauve Mowgli quand il se fait anglais, c'est les enseignements de Baloo. Et c'est le fait que Baloo lui ait appris à répéter une même phrase dans plusieurs langages différents pour s'attirer la sympathie des animaux autour de lui. Cette scène, elle est magnifique parce qu'on sent qu'il va chercher à l'intérieur de lui les enseignements de son professeur.
Et ensuite, il y a toute la fierté de Baloo derrière d'avoir réussi à pouvoir transmettre quelque chose, parce que Mowgli, il a quand même quelque chose de particulier par rapport aux autres enfants. Il est très curieux, en même temps, il a une mémoire folle. Il a cette espèce de pouvoir un peu hypnotisant auprès des autres animaux. Les autres animaux ont du mal à fixer l'humain dans les yeux, et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout dans le film, où je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est extrêmement bien expliqué, ce qui fait que tout le combat entre Shere Khan et Mowgli est passionnant. Ouais, Vraiment, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, ça m'a... oufissime. Non, non, mais c'était dingue. Mais parce que justement, l'opposition entre ces deux personnages, Shere Khan, pour lui, c'est Mowgli est un dû qu'il doit récupérer. Enfin, parce que C'est lui qui est à l'origine c'est ça. de son arrivée dans la jungle. C'est lui qui l'a enlevé quand il était bébé. Il se l'est fait voler, entre guillemets, par les loups qui essaient de sauver un bébé parce qu'ils sont là, genre, on va pas tuer un bébé d'homme, on peut tuer un homme, même si ils ne le font pas normalement. Ça fait partie des lois de la jungle, justement parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses parce que les humains se vengent. Donc on ne tue pas le bébé d'homme. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait ? On va l'élever, on n'a pas trop le choix. Et donc Shere Khan, il est deg, et donc il veut le manger, quoi. Il a le seum. Et oui, il a le seum, non mais clairement. Et t'as Bagheera qui se porte garant pour Mowgli, qui dit justement au Conseil des loups, je m'en porte garant parce que même si ça se passe mal, en fait un humain ça grandit. C'est plus intéressant de le manger plus tard que de le manger maintenant. Donc même si ça foire, à la fin c'est quand même la grosse stuff. Donc je trouve ça assez fou, l'opposition entre ces deux personnages, parce que Shere Khan voit Mowgli comme étant une croquette ambulante, hein, clairement. C'est il y a un peu un côté je vais te bouffer, à un moment tu vas fauter et je vais te bouffer. Et le travail de Mowgli, ça va être de jouer sur le pouvoir de la parole, son statut d'homme qui est quand même très spécifique, hein, très compliqué à comprendre pour plein d'animaux, et son inventivité pour en fait faire du relationnel politique. Parce qu'il va aller chercher plein de systèmes différents, il va aller chercher des animaux qu'il n'a pas l'habitude de côtoyer ou qui ne côtoient pas du tout les autres animaux. Par exemple, les singes, ils restent dans leur coin, personne ne veut leur parler parce qu'en fait, ils sont complètement fous. Et c'est hyper drôle d'ailleurs, hein. Enfin vraiment... Ah, les singes, ils sont hilarants. Ah ouais, ça marche super bien. Hilarants. En fait, ils ont aucune conscience des conséquences de leur acte, ils n'ont aucune projection dans l'avenir, et donc ils n'arrivent pas à s'organiser. C'est ça qui est décrit, c'est qu'ils n'arrivent pas à choisir un chef, ils n'arrivent pas à instaurer des règles, parce que dans les 10 minutes qui vont suivre cette décision, ils vont retourner jouer avec leurs brindilles, leurs cailloux, et donc en fait c'est une société complètement éclatée, il n'y a rien qui peut se créer, et ils voient en Mowgli un potentiel chef qui arriverait à canaliser leur énergie à eux, parce qu'eux, en tant que singes, ne peuvent pas le faire. Et c'est pour ça que ça les intéresse. Un chef qu'ils n'arrivent pas à garder plus de 10 minutes non plus. Voilà, hein. Ouais, vraiment, ça va très vite. C'est ça. Mais c'est pour ça c'est marrant, parce que Kipling, il en profite aussi pour venir critiquer plein de systèmes politiques, parce que les singes ne fonctionnent pas comme les loups, ne fonctionnent pas comme les serpents, et au-delà du fait qu'ils aient une langue différente, t'as vraiment un regard hyper sévère aussi, hein, mais ça reste de la satire, c'est très drôle à lire, de tous les systèmes différents. Les humains s'en prennent plein la tronche aussi, hein, clairement. Je sais pas si tu sais ce qui arrive après aux parents de Mowgli. Non, je crois pas. Moi, je me suis arrêtée dans le récit de Mowgli. Il repart du village des hommes. Ouais. Donc, il y a une scène très violente, très Non, marquante. mais faut qu'on en parle, ça. Je suis désolée, on va spoiler, voilà. mais c'est pas grave. Mais c'est génial, c'est une des scènes qui... Ça finit d'ancrer Mowgli dans son rôle d'entre-deux. Parce qu'il est élevé dans la jungle, mais ensuite il décide de la quitter parce que le peuple des loups décide de ne l'accepte plus. Il part chez les humains, et au moment où il se fait aussi chasser du village, parce que globalement il a pas envie que les humains lui disent quoi faire, et c'est les dialogues sont absolument géniaux. Mowgli est badass. Ah ouais, et il se laisse vraiment pas marcher dessus, c'est génial. Et donc quand il repart du village des humains, en fait là ça y est, on sent que voilà, il s'est fait rejeter de l'un, de l'autre, et maintenant il va acter qu'il est dans un entre-deux, il va grandir comme ça. Et voilà, moi je me suis arrêtée là. Mais d'ailleurs, c'est hyper intéressant ce discours sur le fait d'avoir deux cultures qui se confrontent, parce que Kipling, ça lui est arrivé. Kipling, donc, il grandit en Inde. Et puis, vers ses 10 ans, en fait, ses parents l'envoient en Angleterre de force en lui disant là-bas, tu vas retrouver des gamins qui ont ton âge et qui parlent anglais, donc tu vas apprendre un peu ce que c'est d'être dans la société anglaise. Et il a hyper mal vécu. Et en fait, il se sentait plus vraiment chez lui là-bas, mais quand il revient en Inde,
bah, c'est quand même pas sa culture de base. Enfin voilà, ses parents restent anglais, surtout que c'était pendant toute l'époque du colonialisme, donc le rapport à la culture indienne à ce moment-là est un peu particulier, disons ça comme ça. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il est, et c'est marrant parce que quand on regarde un petit peu le trajet de Mowgli, qui sont des allers-retours en fait entre sa culture d'origine, dont il est arraché dès la naissance, il arrive à s'habituer et même à adopter le mode de vie de la jungle, et derrière il y retourne, enfin ça lui correspond pas, et en fait dans le livre 2 il va continuer de faire des allers-retours comme ça. C'est hyper intéressant parce que du coup, t'as vraiment c'est pas forcément une représentation de ce qu'a vécu Kipling parce qu'on va pas surinterpréter ce qu'il écrit. Mais par contre, je trouve que c'est une super bonne représentation du fait d'être arraché à ses origines et jamais savoir où se placer et vraiment jongler tout le temps en fait entre plein de langues, ce qui fait déjà au sein de la jungle entre les différentes sociétés d'animaux et les références culturelles, la manière de voir son environnement, de se comporter, de faire valoir des arguments, le savoir-faire aussi, parce que Mowgli, il sait faire du feu, c'est le roi du monde dans la jungle, parce que c'est ce qui lui permet en fait de s'imposer, y compris via Shere Khan. Ça le sauve. C'est ça, alors que chez les humains, en fait, il est personne. Par contre, savoir parler avec les loups chez les humains, là c'est un super pouvoir. Donc c'est assez marrant. Ce livre est fou, parce que ça a beau parler, ça a beau être des animaux qui parlent, qui soi-disant racontent des mythes, le fonctionnement de la jungle, en fait, c'est hyper réaliste. Il y a plein de choses qui font que tu sens vraiment le livre, c'est crédible. Les différentes sociétés d'animaux, les quelques règles qui régissent la jungle, cette histoire de langage, et effectivement le fait que lui, il s'est nourri sans doute de son expérience personnelle pour décrire ce personnage de petit homme. Et je trouve que ça rend l'histoire très réaliste, alors que c'est en fait c'est une épopée, il se passe plein de choses, je trouve ça dingue. Et alors, ce que je trouve hyper intéressant, là, c'est vraiment un gros spoil, donc passez à la suite de la vidéo si vous voulez pas mettre tout un avoir. Warning. Voilà, on vous mettra un timer peut-être si j'y arrive. Je suis pas très forte en montage. Mais en gros, ce qui est intéressant, je te spoil un peu la fin du livre, mais c'est pas grave parce que tu le sais dès le début. L'idée, en fait, c'est questionner les lois de la nature, parce que Mowgli n'est pas censé être là, et il y prend une place qui est prédominante, et tu le vois grandir. Et donc ça commence, c'est un nourrisson, il sait pas parler, il sait pas marcher, il est pas du tout autonome. En fait, ça va se terminer au moment où va commencer sa vie d'adulte, sa vie d'humain mâle développé. Et donc, c'est un moment où son corps va le pousser en fait à rejoindre la société humaine, parce qu'en fait, c'est là où il est censé être. Et donc, il va tellement comprendre les lois de la jungle, les lois de la nature, qu'en fait, il va finir par retourner dans un endroit que de base, il n'appréciait pas, parce qu'il sait que c'est la place pour son espèce et qu'il finira par s'y habituer. Mais parce qu'aussi il arrive à un âge où il va vouloir se marier. C'est un peu un truc aussi, c'est trouver... Il est en décalage. Ouais, c'est ça, il est en décalage et il doit trouver une femelle, une épouse. Non, mais voilà, c'est une concubine. Et c'est ce qui le pousse en fait à partir en fait chez les humains et à potentiellement retrouver ses parents. D'ailleurs, il y a toute une histoire avec les parents, c'est un peu un fil rouge aussi du roman. Et c'est hyper intéressant. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé. C'est le fait qu'il n'y ait pas du tout que Mowgli en fait dans ces romans. Pas du tout. Parce qu'en fait là on vous parle de, allez, on va dire 30% des romans des livres de la jungle. En fait il y a plein de nouvelles. Et c'est tellement riche. Moi c'est juste, je reviens rapidement sur le fait sur les récits de jeunes personnages déracinés et qui n'arrivent plus à qui sont en décalage avec la société humaine. On avait ça dans Huckleberry Finn aussi, qui a lui aussi vécu toute sa vie tout seul, petit sauvageon en bordure de village, et qui a énormément de mal à s'adapter à la vie en société dans une maison avec des horaires pour se lever, des horaires auxquels manger. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est partir, et c'est pour ça qu'il part aussi à un moment, et pour plein d'autres raisons, mais qu'il part sur son radeau. Et tout le discours sur ce qu'il apprend dans la jungle et ce qu'il apprend dans la forêt, alors je sais pas si tu vas, mais si t'as la rêve, c'est sûr, dans Azur et Asmar, à un moment, la mère fait un discours sur la culture dans laquelle elle est à ce moment-là. Sur la malédiction des yeux noirs, sur les gens qui... la malédiction des yeux bleus. Et elle dit, moi, il faut qu'on arrête de m'embêter avec ça. Moi, je connais 2 langues, 2 pays, 2 cultures. Ça veut dire que j'en sais 2 fois plus que les autres. Et je trouve qu'il y a un peu de ça chez Mowgli. Moi, j'ai vraiment hâte de voir... J'ai hâte de voir ce qu'il va en faire, de toutes les connaissances qu'il a accumulées de l'un et de l'autre, parce que c'est aussi grâce, quelque part, à des stratégies humaines, à la connaissance du troupeau, ce qui va se passer avec Shere Khan. C'est un peu du spoil aussi. Mais voilà, et en même temps, il utilise les lois de la nature pour pas se laisser marcher sur les pieds. Et quand le vieil homme vient le voir en lui disant « Maintenant, ta proie, c'est la mienne », Mowgli se réveille et dit « Bah non », et il envoie Akela, le loup,
pour le défendre, c'est énorme. Je pense que c'est une de mes scènes préférées. Là, ouais, non, mais ce moment est incroyable. Moi, il y en a une qui m'a beaucoup touchée, c'est... Vraiment, les dialogues. Ah ouais, non, mais les dialogues... Alors oui, j'ai pris beaucoup de notes, beaucoup, parce qu'en fait, il y a besoin, parce que voilà, ça, c'est que des citations où j'ai failli chialer. Voilà, mais il y en a plein, en fait, qui m'ont touchée. Notamment, il y en a une où c'est l'arrivée de la mort. Je crois que tu l'as lu, ça. C'est l'arrivée de la peur. L'arrivée de la peur. C'est incroyable. le premier chapitre du second livre. L'arrivée de la peur, c'est bien avant la naissance de Mowgli. En fait, on nous raconte un peu les origines de Shere Khan. Pourquoi est-ce que les tigres sont tigrés ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette crainte de l'homme alors qu'à l'origine, on voit bien qu'en termes de force physique pure, entre un tigre et un ogre, bah voilà. Bien sûr. Entre un tigre. Je suis un ogre. Ah Entre un tigre et un homme, il n'y a pas débat. Il y en a un qui gagne, c'est sûr, et donc du coup, d'où vient cette peur de l'humain ? Et donc le pouvoir de Mowgli, l'espèce de pouvoir hypnotisant avec les yeux qui lui vient de son humanité. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, tu as des clés pour comprendre les lois de la jungle via l'enseignement de Baloo, de Bagheera, même de Kaa, qui derrière devient un personnage hyper sage, en fait. C'est le symbole même de la sagesse. C'est mon personnage préféré, je suis désolée, il n'y a pas débat, c'est le meilleur. Le mec, il est trop fort. Il mange, il dort, c'est parfait. Il fait aussi vraiment flipper, hein, passage, oui. Mais il est très fort. Mais oui, en fait, il y a plein de manières de comprendre les lois de la jungle et ça passe aussi par le conte. Et ces contes, en fait, donc, sont inspirés de contes qu'a découvert Rudyard Kipling au fil de ses voyages. Et c'est assez intéressant parce que du coup, il y a vraiment des passages. Moi, ça m'a carrément fait penser un petit peu, je sais pas si tu connais ce conte japonais des animaux du zodiaque, où il y a une vengeance du rat. Je peux pas dire ça dans un podcast et pas maîtriser le sujet. Ouais, Fruit Basket, merci. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Ouais, mais c'est un vrai conte à la base, c'est pas que dans Fruit Basket. Non, mais voilà, mais ça te permet de comprendre pourquoi les animaux ont tantôt des rayures, tantôt des griffes. Enfin voilà, t'as plein de clés de compréhension de pourquoi le chat ne s'entend pas avec le rat. Et là, concrètement, c'est ça. Et là, c'est l'imagerie de la mort. Mais c'est terrifiant. Ouais. Cette nouvelle-là, mais c'est un truc de fou. Il y a une gravité dans la narration, dans les dialogues, une fatalité du fait qu'on sache ce qui va se passer plus tard dans l'histoire. Et que ce chapitre n'arrive que au début du second livre, en fait, ça rajoute un poids phénoménal et, encore une fois, je trouve du réalisme, de la profondeur à ce monde que Kipling crée, mais qui, en fait, est très réel. C'est ça. Parce qu'en fait, dans cette nouvelle-là, si je me souviens bien, sinon tu me corriges, mais c'est la peur, en fait, qui vient effrayer les animaux, et en fait, c'est le tigre qui va finir par s'y opposer, et il va finir par tuer la peur. Et la peur, du coup, va amener la mort parce que, en fait, il va apprendre à l'humain à tuer. Et ça annonce la perte de l'innocence de la jungle et de l'équilibre qu'ils avaient jusqu'ici où, ils se bouffaient un peu entre eux, mais c'était pas vraiment la mort, c'était plus un concept. En fait, je crois que la peur naît... Alors juste, tu parlais de la famine tout à l'heure, d'un passage où tout le monde meurt de faim, c'est ce chapitre-là, je pense. La jungle est en train de dépérir et donc ils instaurent une espèce de trêve entre les carnivores et les herbivores pour que tout le monde puisse se retrouver au seul point d'eau qui reste en toute sérénité. Parce que si de la nourriture, ils peuvent survivre, on va dire, plus longtemps sans en avoir, l'eau c'est essentiel et donc ils instaurent cette trêve. Et la peur arrive au moment où le tigre déroge à une règle, il s'en prend au point d'eau à l'un des animaux dont il est censé s'occuper, parce qu'il a été délégué par l'éléphant de s'occuper des animaux de la jungle, et sauf que dans un élan de faim, de fureur, de colère, il tue un des cerfs, et derrière, il va tuer un humain. Il s'en prend à un humain, et ça, il n'y a pas le droit. Il y a une règle, tu dois pas aller tuer les humains parce que en tuant cet humain, en fait c'est globalement les humains vont vouloir se venger et c'est ça qui fait qu'il apprend à l'homme à tuer. Et c'est à partir de ce moment-là, je crois que le tigre attrape ses rayures. C'est la marque de sa malédiction, c'est son châtiment pour avoir apporté la peur et la mort. Non mais c'est ça, mais il est trop bien ce passage, enfin vraiment, excellent. Je l'ai pas frais dans la tête parce que je l'ai lu il y a 2-3 mois, mais ouais, il y a plein de contes comme ça qui viennent ponctuer le récit autour de Mowgli. Donc là c'est quand même raconté par Mowgli et les animaux de la jungle, mais il y en a plein d'autres où c'est totalement déconnecté et ils ne se rencontreront jamais, hein. C'est vraiment juste des écarts, notamment il y a l'histoire d'un phoque j'adore. qui est
exceptionnel. Le phoque blanc. En fait, ça s'ouvre sur l'hymne national des phoques. Enfin, parce qu'en fait, c'est les livres de la jungle, ça chante énormément. Donc ça prend la forme de chants, de comptines, c'est écrit en vers. D'ailleurs, la traduction de Simon Baril, ça marche super bien. Ah ouais, vraiment. J'en ai parlé avec lui parce qu'on s'est croisés en festival et il me disait que c'était la chance. Mais il me disait que c'était très challengeant, c'est difficile, mais qu'il a pris beaucoup de plaisir à le faire quand même parce que retrouver une musicalité en changeant de langue, c'est super difficile. Et là, vraiment, ça marche. Enfin, moi, je me les chantais comme des comptines, en fait, qu'on pourrait apprendre à l'école. Ah, ça marche hyper bien. Ouais. Je sais que j'ai plutôt pour habitude, quand il y a des chants, des passages en vers, je sais que mon œil passe souvent, parce que voilà, des fois, ça nous intéresse pas, et c'est ok de sauter des pages. Voilà. Mais là, tous les chants sont vraiment bien. En fait, ça résume à la fois ce qui s'est passé, ça donne de la profondeur, parce que c'est des moments souvent où les animaux vont repenser à ce qui s'est passé et en faire un hymne. Et donc ça vient creuser un peu... Ça vient creuser la réalité de leur existence. Et c'est ça qui est génial avec ce livre, c'est qu'en fait il fait, je crois que c'est 500 pages à peu près sans la préface, mais comme chaque chapitre est indépendant et se suffit à lui-même, déjà il n'y a aucune frustration dans la lecture. Moi c'est un plaisir parce que voilà, chaque chapitre se conclut et on a une histoire entière avec un nouveau peuple, avec une nouvelle histoire, une destinée. Il y a parfois, dans un même chapitre, qui va pas être si long que ça, qui se lit vraiment en moins d'une heure, toute la complexité d'un périple sur plusieurs décennies parfois. Et comme on a plein de chapitres qui s'alignent comme ça les uns après les autres, on n'a pas l'impression que le livre fait 500 pages. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il nous offre vraiment un univers entier, complet, du fait qu'on ne suive pas seulement Mowgli et sa troupe, on suit le phoque, on suit... Alors, moi, pour le moment, mon petit préféré, c'est Rikki Tikki Tavi. Ah oui, qui est juste après celui du phoque, d'ailleurs, qui est trop bien. Qui est parfait. Ouais. Et il arrive tellement bien à manier son univers, parce qu'on a... Donc, non seulement on rencontre plein de sociétés différentes, plein de groupes d'animaux différents, dont on a une palette phénoménale de personnages, mais en plus, on voit plein d'environnements différents aussi. Avec le phoque, on voit l'océan, on a la jungle, on a la forêt... Et quand on arrive à un chapitre comme Rikki Tikki Tavi qui se passe dans un jardin, en fait, il a exactement la même ampleur qu'une jungle. Ça agrandit l'espace et tout est épique, tout est grand, démesuré. Et même en jouant sur les échelles, on arrive à se laisser porter. C'est clair parce que je sais pas si tu as eu cette impression-là aussi, mais moi, quand j'ai lu Rikki Tikki Tavi, c'est dur à dire, j'ai eu l'impression d'avoir rapetissé. Ouais. C'était hyper intéressant parce que donc on suit une mangouste. Donc une mangouste, vous avez tous vu Le Roi Lion, donc ça fait cette taille-là à peu près. Tu vois à hauteur de mangouste. Et en fait, tu vois à hauteur de mangouste. Et donc tout est immense. Les humains sont gigantesques. L'enfant est moins impressionnant parce que c'est l'histoire d'une mangouste qui va se retrouver recueillie parce que à moitié morte. Par une famille d'humains, donc il y a un père, une mère et un enfant qui est assez jeune, qui doit avoir, moi je l'imagine 3-4 ans, mais il marche, il est autonome, mais c'est pas un grand enfant. Sauf que du coup la mangouste va devenir plus ou moins apprivoisée, sauf qu'en fait dans le jardin de cette famille, il y a 2 serpents, un couple de serpents, qui eux ont un objectif très précis, c'est de prendre le pouvoir en fait dans cet espace et donc de tuer les humains qui pour l'instant sont un peu non pas les rois de la jungle mais les rois du jardin parce que voilà c'est chez eux et donc on voit tous les animaux qui regardent en fait cette tentative de prise de pouvoir, de putsch. Et ils sont très craints les serpents, mais ouais, très et dangereux. ils sont flippants vraiment et puis les deux parce que d'habitude, dans les livres de la jungle, quand on suit Mowgli, les serpents sont impressionnants. Parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont énormes, mais ils sont factuellement énormes. Là, en fait, c'est des mambas noirs, je crois, je suis plus sûre. Mais c'est pas des gros serpents, c'est pas K. Voilà, c'est pas K, c'est des petits serpents. Mais comme ils sont 2 et qu'ils ont des dialogues qui sont vraiment extrêmement flippants et que la moindre morsure de leur part, ça veut dire que c'est fini, sauf la mangouste, parce que la mangouste est un prédateur naturel du serpent, et donc c'est là que c'est intéressant. Du coup, ça représente une menace pour tout le monde. Dès qu'ils arrivent, les animaux se planquent, même les humains sont tétanisés. Et c'est ça, tu vois la peur chez tous les autres animaux. Un peu comme K, on sent sa menace, parce qu'effectivement, il est énorme, il mange beaucoup, il est très craint, mais on sent aussi ça parce que les singes sont terrifiés de lui. Et ça, c'est hyper bien fait. En fait, c'est des antagonistes, un peu, ces personnages-là.
Mais ils n'ont pas besoin d'arriver avec des grands discours, des grands plans machiavéliques en disant oh là là, je suis tellement méchant. Non, en fait, on le voit chez tous les autres animaux et le fait qu'ils soient à ce point craints les élève en tant que menace très concrète. Mm. Et la mangouste est très jeune. Il y a aussi ça, parce que certes, c'est Ouais. un prédateur du serpent, mais là, on parle d'une mangouste qui est en fait pas adulte encore. Mm. Alors qu'il y a un couple de serpents adultes qui, lui, va protéger et essayer de prendre le pouvoir sur le territoire parce qu'à côté, ils ont pondu. Donc non seulement ces deux serpents sont une menace, mais potentiellement leurs petits aussi. Mm, mm. Et la mangouste va défendre Ouais. son territoire et les scènes de combat sont incroyables. Soyez honnête, si on aime aussi, si on aime autant cette nouvelle, c'est aussi parce que la mangouste gagne, on vous spoil. Non mais au bout d'un moment, c'est trop bien, parce que vraiment la scène de combat, C'est épique. incroyable, vraiment. Tu vois tous les mouvements, tout ce à quoi il faut réfléchir et c'est tellement bien décrit. Mm, mm, mm. C'est... Ah, j'ai adoré. Enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai encore genre le carrelage en tête Ouais. de leur. C'est De la salle de bain. Mm. C'est ça, et vraiment j'ai tout en Les tête. trous dans les murs Ouais. et la menace du serpent qui peut retourner sa tête au dernier Ah moment ouais, pour... ah ouais, Et trop après, il flippant. n'y a plus le mal, tu sens que la mère est partie, et du coup, Mhm. qu'est-ce qu'on fait des enfants, comment tu fais et je crois qu'à la fin, le chant, c'est le chant d'honneur à la mangouste que lui Ouais. dédient les oiseaux, Mm. en fait, du jardin, d'avoir D'avoir été libéré libérés la de ça. menace. Et donc ça aussi, ça donne du poids à cette histoire, et franchement, c'est comme suivre l'histoire de Balou et Bagheera dans la jungle, sauf que là, on est dans Mm. un jardin avec une mangouste, mais il arrive à donner le même souffle épique à ces histoires. C'est génial. Et alors moi, ce que j'ai adoré, c'est que cette nouvelle soit juste après celle du phoque. Parce qu'en fait, la nouvelle du phoque blanc donne un autre regard sur les humains. Mm. D'abord, les humains sont des prédateurs, et là, ce sont des proies, même si ils appartiennent à un territoire et ils les dominent, ça reste des proies. Parce qu'au final, même ils sont très grands et ils peuvent s'armer, ils ont pas de griffes, ils ont pas de crocs, enfin voilà quoi. Et dès Ouais. qu'il y a un enfant dans l'équation, ils sont très faibles. Ah bah, ils sont terrifiés qu'il arrive quelque chose à leur enfant. Ah bah c'est ça. Alors que dans le phoque blanc, les humains, c'est pas la même. On est les méchants de l'histoire, hein. Et clairement, c'est le marrant. trauma. Ah ouais, le trauma. Et c'est marrant parce que cette nouvelle sur le phoque blanc, donc qui parle en fait du massacre des phoques par les humains, c'est tellement actuel. Mais on pourrait la faire lire aujourd'hui à un gamin, il comprendrait tous les tenants, les aboutissants de la même manière que je pense à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, le massacre est beaucoup plus étendu. Même si, bon, on protège un peu les bébés phoques, mais il n'empêche, on les a quand même un peu tous massacrés au passage. C'est hyper actuel. Ouais. Et il y a des scènes ultra visuelles, hein, et c'est raconté du point de vue d'un phoque, c'est un jeune adulte, il sort de l'enfance et de l'adolescence. C'est un bébé phoque. Il C'est assiste horrible. à des scènes qui sont décrites avec une simplicité et donc une brutalité énorme, pour qu'ensuite ils viennent en alerter le reste de la tribu qui lui disent bah oui, on sait, c'est comme ça, on sait. Les humains viennent, s'installent sur nos territoires, et si tu veux pas qu'il t'arrive ce qu'il est arrivé à tes potes, bah t'éloignes pas là-bas. Et son périple à ce petit phoque, Il est très touchant. Il est très touchant, il est très beau, c'est un peu terrible, mais c'est un peu Mais beau oui. quand même. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est trouver un endroit où il n'y a pas d'humains, pour que les phoques, en fait, puissent se réunir à cet endroit-là pour élever les petits et faire les périodes de reproduction. Et en fait, est-ce qu'il existe encore un endroit sur Terre où les humains n'ont pas tout massacré ou juste n'ont pas encore mis les pieds, quoi. Et c'est super intéressant, pareil, pour la gestion du territoire. Ah ouais. C'est vraiment passionnant. Et alors, ça se termine sur l'hymne national des phoques. J'adore. Et j'avoue que ça, moi, ça m'a fendu mon petit cœur. Mais oui. Parce qu'en plus, il est extrêmement triste, c'est une lamentation, hein. Vraiment, c'est un hymne pour se rappeler les défunts et ceux qui ont été massacrés. Et il l'a pas mis en ouverture, il l'a mis à la fin. Ça se termine assez bien, on dira pas comment, de quoi, de qu'est-ce, mais ça se termine assez bien. Mais quand même, il y a un travail de mémoire des morts qui sont passés avant. Et donc, on découvre l'hymne national des phoques. Et c'est touchant comme jamais. Par contre, ça fend le cœur, quoi. Vraiment, c'est horrible. Ignoble. Et moi, ça m'a fait penser un peu la complainte du phoque en Alaska. Je sais pas si tu connais cette... c'est très très mimi. C'est une chanson qu'on apprend souvent en primaire, qui est reprise dans Samuel, la série animée sur Arte. Oh, c'est génial. Qui est incroyable. Donc voilà, matez cet épisode, pareil, j'ai pleuré. Donc cette chanson, c'est l'histoire d'un phoque qui est en Alaska et qui se complaint parce que sa femelle est partie aux États-Unis pour faire un show, donc être artiste. Pour Live the American Dream. Voilà, exactement, l'American Dream, et lui est tout seul en
Alaska et il aimerait juste aller la voir, mais il peut pas. Et du coup, il reste en Alaska, il attend. Et il y a la même énergie, je trouve, de je ne suis plus avec mes proches, je suis un phoque et mon monde se réduit en fait de plus en plus. De base, c'est l'Alaska. Pour lui, pour le phoque blanc, bah, c'est juste là où il est né. Et bientôt, c'est fini. Je vais devoir partir en fait. J'ai pas le choix parce que sinon, je suis triste. Et bref, il y a un truc un peu entre ces deux. Ça marche bien. C'est rigolo. Non, mais il y a beaucoup de nuances. C'est pas tout blanc, tout noir. Hein. La représentation des serpents, il y a à la fois K qui est le plus grand prédateur des singes et mon Dieu, on comprend pourquoi. Assez rapidement dans l'histoire. C'est à la fois les menaces pour les humains sont à la fois comme dans le phoque blanc et comme dans Rikki Tikki Tavi et la nuance du peuple que va rencontrer Mowgli. Enfin, voilà quoi, il y a plein de choses, c'est génial. Et alors, un petit truc moi qui m'a quand même bien amusé. Alors, il en faut peu pour être heureux, ce n'est pas dans le roman. Ouais. Et ça a déjà, bon, choc. Et bah ça fend le cœur. On nous a menti, en fait. Par contre, je trouve que c'est assez intéressant. En fait, il y a une phrase qui est prononcée par K vers la fin du roman, donc qui s'appelle dans une nouvelle qui s'appelle Les Croque-Morts. Et en fait, K parle d'un temps très reculé parce que K est hyper vieux. C'est vraiment la parole de la sagesse dans les livres de la jungle parce qu'en fait, c'est le plus ancien. C'est lui qui a la mémoire. Et il parle d'un temps très reculé où il y a eu une crue et où beaucoup de gens sont morts, et en fait, lui, il suffisait qu'il se mette à un endroit très précis pour dévorer en fait les gens qui se faisaient emporter. Et donc, il dit un truc, c'est « à l'époque, il m'en fallait peu pour être heureux ». Et je trouve ça assez ouf, parce que ça veut dire que cette phrase, dans le Disney, déjà, c'est du présent, c'est prononcé dans un moment de fête, c'est Baloo, la parole de l'éducation, qui la prononce, donc il y a un truc d'enthousiasmement, et on pense à l'avenir. Et dans le livre, c'est prononcé par K, alors qu'il bouffe des gens, un temps qui révolue, et aujourd'hui, du coup, on va dire qu'il est content de l'époque dans laquelle il vit, mais il est quand même très nostalgique, en fait, de la façon dont ça fonctionnait avant, où les humains, en fait, prenaient beaucoup moins de place dans l'équilibre de la jungle. Et le comparatif, moi, m'a fait tomber des nues. C'est fou, quand même. Ouais. Donc voilà, ça, c'était le petit passage référence à Disney. Voilà. Toi, est-ce que tu as des arguments pour pousser les gens à lire ce roman, parce que mine de rien, c'est un peu aussi pour ça qu'on est là, pour que vous ayez envie de le lire. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as des arguments? Quelques-uns. Du coup, on a déjà un peu parlé, mais je trouve que vraiment la construction d'un monde en plusieurs chapitres indépendants les uns des autres est extrêmement bien réalisée. Mowgli est ultra badass. Moi, vraiment, je lisais les dialogues et j'en revenais pas. Enfin, franchement, que vous ayez vu ou pas le Disney ou que vous ayez une vague idée de l'histoire, lire le bouquin, c'est délicieux. Parce littéralement, il se mange. Voilà. Tu retrouves à la fois ce que tu as aimé dans le film, c'est-à-dire ce goût de l'innocence, la découverte, les animaux de la forêt, et en même temps, avec ce regard un peu plus adulte, tu comprends à quel point c'est épique. Les bastons sont géniaux, les dialogues sont parfaits. Donc ça, pour moi, ça fonctionne vraiment très très bien. Vraiment pas de frustration, un chapitre de temps en temps, et ça coule tout seul. Et ouais, ce mélange parfait entre conte, souffle épique et réalisme que j'ai adoré. Moi, il y a plein d'histoires qui vont me rester en tête longtemps. L'histoire de Puru Bhagat, par exemple, qui commence avec... C'est l'histoire d'un homme Premier ministre qui va faire tout un voyage. Et pareil, on sent passer le voyage et pourtant, ça doit être raconté en 1 ou 2 pages et c'est beau. Ce récit, il est raconté... c'est très délicat. Tout est délicat. La transition de cet homme entre Premier ministre et ermite, elle se fait tout en douceur. Il n'y a pas d'obstacle particulièrement. C'est juste un homme bon qu'on aime suivre. Et à la fin du chapitre, bon ça je le raconterai pas, il y a une scène où il est obligé, pour protéger à un moment les animaux de la forêt, de renfiler un peu son ancien costume de... Parole de pouvoir. De parole de pouvoir, de général, pour aller sauver les gens autour de lui. Et le contraste est parfait entre la scène épique de la fin, toute la délicatesse du récit d'avant. Moi, juste pour celui-là, il faut le lire. Je suis bien d'accord. Je n'aurais pas dit mieux. Donc voilà, maintenant vous savez ce qu'on en pense. Lisez les livres de la jungle. Ouais. Ça se picore, ça se partage.
Il y a plein de nouvelles qui donnent envie de débattre. Moi, par exemple, la fin sur Mowgli, j'ai hâte que tu le termines parce qu'il faut qu'on en cause. Et puis même pour, vous savez, ce moment un peu abyssal où on découvre qu'en fait le conte qu'on nous a raconté étant enfant a une fin totalement différente dans sa vraie version, mais bon, chez Disney, il faut que ça se termine bien. C'est exactement ça. Et du coup, c'est assez enthousiasmant. Et puis aussi pour découvrir le personnage de K, vraiment. Parce que K, meilleur perso. C'est pas du tout, en fait, le serpent hyper manipulateur qui hypnotise tout ce qui bouge. C'est une parole de sagesse. C'est vraiment... moi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui porte la parole de K quand j'étais petite, je pense. Oh. Donc, ouais, vraiment, allez-y, foncez. Et lisez-le en musique, du coup, parce que ça chante énormément. Ouais. Non, ça fait du bien d'en parler, c'est chouette. Oui. Parce que si on fait ça là, comme ça, c'est parce qu'un midi, on a commencé à en parler. Oui. Et donc c'est un des littéras qu'on a lu toutes les deux assez récemment, donc quasiment au même moment. Et en fait, de se dire, non mais là, tout ce qu'on est en train de dire, parce que c'est hyper enthousiasmant de parler des livres de la jungle, encore une fois, c'est vraiment épique. En fait, ça peut être une bonne idée de le partager si ça vous donne envie. Oui. C'est chouette. Donc lisez-le. Voilà, et merci beaucoup Lucie d'avoir discuté ça avec moi. Donc les livres de la jungle, c'est disponible chez Littéra aux éditions Gallmeister. C'est disponible dans toutes les librairies dans une nouvelle traduction par Simon Baril qu'on vous conseille chaudement. N'hésitez pas à demander à votre libraire s'il l'a déjà en rayon, sinon vous pouvez le commander. Le livre a le même prix partout en France, c'est la loi du prix unique, ce qui vous permet du coup d'avoir un livre au même prix, que ce soit à la FNAC, en librairie indépendante, sur Amazon. Donc on vous conseille de vous déplacer en librairie évidemment, et puis bonne lecture. Bonne lecture.